Les portes du développement s'ouvrent, mesdames et messieurs, sur Bénin Business 24. Il est 19h et sur le grand rendez-vous aujourd'hui, on va faire le plein. Et oui, tous les invités ont répondu présent. On va les recevoir tout à l'heure après avoir suivi la météo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Soava dans le département de l'Atlantique. Au menu de votre émission ce soir, on reçoit sur ce plateau dans Monde agricole précisément Félix Ouensou. Il est spécialiste en finance digitale. Avec lui, Estelle Pazou va aborder la question liée à la finance digitale, l'autre intrant de l'agriculture. On va recevoir l'invité tout à l'heure pour aborder le sujet. Après lui, nous aurons sur ce plateau, dans la rubrique Autant savoir, Jérôme Pokpo-Ola, il est conseiller en leadership. Avec lui, on va parler de l'entrepreneuriat et du leadership. Il va nous donner quelques secrets, les secrets pour réussir. Nous aurons également sur ce plateau Jean-Olivier Théou. Oui, Jean-Olivier Théou, il est professeur certifié d'anglais. Avec lui, on va parler de la langue anglaise, quel type de méthodologie d'enseignement afin d'obtenir une réelle maîtrise de la langue anglaise. Nous aurons sur ce plateau également Gilbert Ouanou. Il fait partie de ceux qui luttent contre les cancers dans notre pays. Et avec lui, on va aborder le sujet lié à l'utilisation des sachets plastiques, l'autre source des cancers dans nature et bien-être. Voilà donc le menu, 4 différents invités pour aborder 4 différentes thématiques ce soir. Nous aurons également dans le grand rendez-vous Estelle Pazou, de l'autre côté de la rédaction. Avant de la retrouver dans Monde agricole. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alondé. La pleine forme, je la vois. Ça va très bien. Et chez vous? Je vais très bien. La soirée d'hier, ça s'est bien passé? Très bien. Je ne vous dis pas. Ben, on a raté à coup sûr quelque chose, n'est-ce pas? Heureuse, vous n'avez rien raté. Non. Ok, donc vous n'avez rien à me dire non plus. Alors, au menu de 9h45, qu'est-ce qu'on aura? Alors, au menu du journal ce soir, une interview qui rappelle combien les activités extrascolaires peuvent être importantes pour les enfants. À quel moment doivent-ils s'y mettre et quelle activité choisir? Le spécialiste nous donnera les réponses. Il est possible de se soigner les mains ou les pieds. Il s'agit de la réflexologie. On en saura davantage sur cette pratique qui complète la médecine conventionnelle. Et puis, le Centre culturel chinois célèbre ses noces de perles, ces 30 années qui ont été vécues en images à l'occasion de la célébration de l'événement. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci Estelle, on va vous retrouver avant 19h45 dans Monde agricole, qui est d'ailleurs la première rubrique, le premier grand plateau de votre grande émission du soir. Monde agricole tout de suite.
Monde agricole ce soir, comme je le disais à l'entame de l'émission, parle de la digitale, l'autre intrant de l'agriculture. Et l'invité de Estelle ce soir, c'est Félix Ouensou. Il est spécialiste en finance digitale. Mais d'abord, on va suivre ce reportage par Herman Amégan sur la digitalisation de l'agriculture. Aujourd'hui, presque tout le monde dispose d'un smartphone ou même d'un simple téléphone portable. Ces appareils de communication servent aussi à avoir accès à des plateformes de services financiers. En langage technique, on parle de finance digitale, c'est-à-dire que le téléphone portable devient une sorte de banque. Cette révolution numérique peut impacter positivement l'agriculture quand on sait s'y prendre. La digitalisation des chaînes de valeur agricole se présente donc comme un levier à actionner pour de meilleurs résultats dans l'un des secteurs considérés comme porteur de richesse. La digitalisation de la chaîne de valeur agricole, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs qui sont dans les chaînes de valeur agricole de pouvoir avoir un instrument, un compte digital qui leur permettrait de faire des services, d'avoir accès à des services financiers classiques, de pouvoir déposer de l'argent, sécuriser leur argent. Nous savons tous le risque qu'il peut y avoir avec de l'espèce lorsqu'on est en déplacement dans certaines zones. De pouvoir aussi gagner du temps en faisant des transferts et ne pas avoir à se déplacer dans un point et attendre pendant longtemps. Ça leur permet aussi, dans des marchés plus avancés, d'avoir même accès au crédit et d'avoir accès à l'assurance. Imaginons un personnage fictif comme Sabine, spécialisée dans la production de l'ananas. Grâce à son téléphone portable, elle peut être mise en relation avec de potentiels clients, mais également avec des services financiers pour avoir des crédits et fructifier son activité. Les plateformes financières ont, semble-t-il, déjà cerné le bien fondé de la digitalisation des chaînes de valeur agricole et s'en servent même déjà. Il y a 2 ans, au niveau du Bénin, l'adoption de la finance digitale était à peu près à 2%. Aujourd'hui, elle a plus de 30% de la population adulte qui utilise les services financiers mobiles. Et nous voyons un engouement des institutions de microfinance qui s'impliquent dans leur transformation digitale. L'agriculture est le socle du développement et partant de là, tout financier, toute institution financière a intérêt à financer l'agriculture. Il faut financer depuis la semence jusqu'à la consommation, jusqu'à la table du consommateur. Et nous nous positionnons au niveau de la transformation. Et les techniques de transformation ont besoin de financement. Il faut équiper les producteurs pour mieux transformer, pour ajouter de la valeur à la production. Et dans ce sens que nous mettons nos financements en place. C'est donc une opportunité pour booster un secteur primaire du Bénin encore embryonnaire, mais qui emploie pourtant une main-d'œuvre non négligeable. Merci à vous, Herman Amégan, Ramato Lawani et Lourdes Ronon pour ce reportage. Et nous retrouvons Estelle de l'autre. Estelle, rebonsoir. Rebonsoir, Rose. Alors, on est avec Félix Ouensou, spécialiste en finance digitale, pour aborder le sujet avec nous. Monsieur Ouensou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir partagé. Alors, on peut y aller? Alors, quand un agriculteur a un téléphone portable, un agriculteur ou un producteur, quand il a un téléphone portable, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Oui, merci beaucoup. Le téléphone portable aujourd'hui, ce n'est plus limité à l'émission d'appels et à la réception d'appels. En dehors de cette fonction, il y a l'aspect ludique. On peut jouer du jeu là-dessus. Et en dehors de ça, on peut aussi écouter de la musique et visualiser des vidéos, de petites vidéos. En dehors de ça, dans le reportage que vous avez passé tout à l'heure, on peut se faire de l'argent avec son téléphone portable, c'est-à-dire acheter ou encore payer avec son téléphone portable. Et c'est de la banque mobile. Si aujourd'hui vous avez des téléphones portables et vous n'avez pas activé la fonction qui vous permet d'acheter des choses avec votre téléphone ou encore de réceptionner de l'argent avec votre téléphone, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'utilité de votre téléphone portable. Mais de façon plus précise, hein, oui. Un agriculteur, quelqu'un qui produit par exemple à tout hasard de la tomate, oui. À quoi peut lui servir son téléphone outre appeler son papa ou sa maman et savoir comment ils vont? Justement,
avant que l'agriculteur ne produise de la tomate, il a besoin de la semence de tomate. Et pour avoir la semence de tomate, par exemple, c'est jusqu'à Cotonou. Au lieu de quitter, par exemple, Grand Popo, venir à Cotonou par taxi, payer le transport, s'il a un parent ou encore un fils à Cotonou, il peut juste, avec son téléphone, lui faire un transfert, lui demander d'aller dans telle boutique, lui acheter des semences et on lui convoie les semences et il envoie l'argent pour régler tout ça là par le téléphone. Lorsqu'il finit de produire, de la même manière qu'un commerçant peut le contacter par téléphone pour acheter sa récolte, il va convoyer la tomate au par les transporteurs et le commerçant va le payer par son téléphone portable sans qu'il ne se déplace de sa localité. Et ça lui évite les transports. Voilà, ça lui évite les frais de transport. Et même des cas d'accident. Des cas d'accident. Et ça lui évite aussi des transactions physiques. Ça lui évite d'être braqué. Je connais des gens aujourd'hui qui vont à l'intérieur du pays, c'est-à-dire des gens qui quittent Cotonou pour aller au nord sans avoir de frais en main. Tout est sur leur téléphone portable. Et c'est arrivé là-bas maintenant qu'ils réceptionnent au niveau d'une agence de GSM pour pouvoir payer ce qu'ils veulent payer sur le terrain. Et à votre avis, aujourd'hui, tous les agriculteurs, les producteurs qui sont dans le domaine de l'agriculture, est-ce qu'ils savent que le téléphone portable est un si bon outil pour leurs activités? Oui, ça c'est une question pertinente que vous posez. Il faut avouer que le taux d'analphabétisme au niveau de notre pays est encore avancé. Et à ce titre, beaucoup d'agriculteurs ne le savent pas encore. Des agriculteurs qui se contentent seulement de l'émission d'appels, de réception d'appels. Même pour appeler, ils sont obligés de donner le téléphone à quelqu'un qui sait lire et écrire pour lui chercher le numéro qu'il veut appeler. Et vous pensez qu'à celui-là, le téléphone est utile pour une finance digitale dans son domaine? Oui, bien sûr. Dans toutes les maisons, il y a qui sait lire et écrire. Hein? Donc il lui faut un assistant. Il lui faut un assistant. Mais il faut avouer que nous sommes en train d'avoir une nouvelle génération d'agriculteurs. De jour en jour, des gens, je ne veux pas dire demi-lettrés, des gens qui ont fréquenté jusqu'à un certain niveau et qui n'ont plus continué, mais qui savent que dans l'agriculture, ils peuvent faire leur vie et qui sont en train de s'investir dans ça là. Ils savent bien manipuler le téléphone et ce n'est pas le téléphone simple, c'est bien le téléphone intelligent puisque tout le monde veut être sur WhatsApp, tout le monde veut être sur Facebook et là encore, le téléphone a beaucoup d'autres fonctionnalités. Alors, quand on parle de la finance digitale en agriculture, on fait également allusion à l'inclusion financière. Oui. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, inclusion financière? Financière. Quand nous parlons de l'analphabétisme, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, et celui-là, voilà qu'il vit de ce qu'il sait faire. Il ne sait pas lire et écrire, mais il sait produire. Et quand il sait produire, il vend en quantité à une entreprise de transformation qui ne peut pas lui payer en espèces et lui donne un chèque. Il faut d'abord que cet agriculteur ait sa carte d'identité pour pouvoir aller se présenter dans une banque pour pouvoir faire le retrait. Et quand il va là-bas, quelqu'un doit forcément l'assister pour faire les opérations. Alors que déjà avec son téléphone, si on le paye par transfert sur son téléphone portable, sur son compte mobile money, celui-là, lui aussi, il rentre dans le monde de ceux qui savent manipuler le téléphone et qui est au même niveau que les autres. Il n'est pas exclu de la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il est inclus parfaitement dans le nouveau système de fonctionnement de la vie. Donc, avec ça là, il y a l'aspect d'inclusion. Il n'a plus besoin d'aller voir quelqu'un. La fois passée, j'étais au niveau d'une banque où la personne qui est venue et qui demande à l'accueil qu'elle lui remplit son... Il n'arrivait pas à s'exprimer en français. Ça me faisait sourire. Et ça m'a rappelé un roman que j'ai lu quand j'étais au collège, Le Mandat.
de Ousmane Sambène. Aujourd'hui, est-ce qu'on paye encore les gens aujourd'hui par mandat? Non. Ce n'est pas évident. C'est disparu. Et nous sommes dans un autre monde avec de nouveaux systèmes de paiement, dont le paiement par transfert sur téléphone mobile. Et quand il y a ça là, la personne qui sait manipuler le téléphone, l'agriculteur qui sait manipuler le téléphone, si nous parlons aussi de l'aspect genre, la femme, la vendeuse, ça me rappelle une petite domestique qui travaille chez une blanche, et quand on lui paye ses sous, elle va au niveau d'un opérateur GSM pour déposer l'argent sur son compte. Et un jour, elle disait à sa patronne, tout ce que j'ai comme argent, tout ce que vous me payez comme argent, j'ai ça sur mon téléphone ici. Même si le téléphone se perd, j'irai à l'agence GSM pour retirer ma carte SIM et pouvoir accéder à mon compte. Est-ce qu'en réalité, notre agriculture au Bénin s'adapte à toutes ces technologies-là? Bien sûr, notre agriculture s'adapte à toutes ces technologies. Avant de venir sur ce plateau, je vous ai joué une petite vidéo qui une application mobile développée par une compagnie qui est dans le domaine de... Mais justement, cette compagnie-là, vous l'avez dit, elle n'est pas au Bénin. Elle n'est pas au Bénin. Et moi, justement, je représente cette compagnie aussi au Bénin. Parce que c'est vrai, notre pays est un peu en retard sur ce plan-là. Mais je vous dis, quand le petit producteur, avec son téléphone, est inscrit, nous avons des fédérations ou bien des associations de producteurs, des groupements de producteurs. Et je suis ravi que le Béninois aujourd'hui est en train de faire le recensement des producteurs, des agriculteurs. Le recensement national de l'agriculture. Le recensement national, ça permet de savoir qui fait quoi dans le secteur agricole. Et avec ça, avec l'informatisation aujourd'hui, on a toutes ces bases de données. Il suffit de les inscrire sur une plateforme numérique qui permet de centraliser des choses et de faire connaître certains services à des agriculteurs et de leur proposer des applications. Et avec leur téléphone, ils reçoivent des messages vocaux comme des messages SMS pour savoir qu'il y a telle chose et qu'ils peuvent accéder à tel service à tel moment. Et aujourd'hui, annoncer que, attention, la météo ne permet pas aujourd'hui quand il doit pleuvoir. Quand il doit pleuvoir, quand il doit faire soleil, de ne pas sécher les produits aujourd'hui, sinon il y aura pluie. Donc ils ont toutes les informations. Ils ont toutes les informations, mais il faut d'abord souscrire à ces services, à ces applications-là. Donc c'est ça qui fait défaut. Et donc, c'est ce mécanisme-là qu'il faudra mettre en place au Bénin pour que l'agriculture profite réellement des nouvelles technologies. Voilà. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'agriculture simplement, on parle de l'agribusiness. Okay. Et quand on parle de l'agribusiness, tous ces services. Dommage que notre pays n'est pas encore à ce niveau-là, mais si on prend des exemples en Afrique de l'Est, c'est des gens qui sont vraiment très avancés. Nous venons au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire ou encore au Ghana ou le grand géant de l'Est. C'est des gens qui sont très avancés à ce niveau-là. Mais nous espérons que... Le Bénin va leur emboîter le pas. Voilà. Il faudra réellement que le Bénin puisse suivre le rythme de ces Parce que les avantages sont quand même bien nombreux. Vraiment. Merci beaucoup, M. Missou, d'avoir accepté notre invitation. Heureuse, on n'a pas tout dit, mais bon... On a dit l'essentiel, je trouve. En tout cas, M. Félix Ouessou a dit ce qu'il faut pour convaincre tous ces agriculteurs qui nous ont suivis, qui ont suivi Monde Agricole, cette rubrique-là, qu'ils aiment bien quand même. Alors Estelle, on va se retrouver dans quelques minutes dans un autre décor. Oui, dans le bleu. Dans le bleu, pour le journal, tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Monde Agricole. Nous allons à présent installer notre deuxième invité de ce soir. Autant savoir reçoit ce jour Jérôme Popola. Il est conseiller en leadership pour nous parler de l'entrepreneuriat et du leadership. L'invité va nous donner quelques conseils. Monsieur Popola, bonsoir. Bonsoir, Ruth. Merci d'être avec nous. Avec tout le plaisir pour moi. Ça fait un bail, hein? Naturellement, ça fait pour moi un moment. On va suivre d'abord le reportage réalisé pour nous par Marcel Gbetoro sur l'entrepreneuriat et le leadership, voilà, avant d'aborder le sujet. On suit le reportage, on revient. Entreprendre,
Une solution adéquate pour faire face au chômage galopant chez les jeunes. Mais pour y parvenir, le jeune entrepreneur a besoin d'avoir des aptitudes nécessaires pour atteindre ses objectifs. Le préalable des préalables, c'est de croire en soi-même. Le préalable des préalables, c'est de prophétiser sur sa propre vie. À savoir que pour soi et la communauté et les siens, demain sera meilleur. Il faut aller à la rencontre des autres hommes, puisque rien ne peut se subvenir par vos seuls moyens. Il faut convaincre d'autres. Il faut donc vouloir à un niveau tel que d'autres seraient intéressés par contribuer à votre aventure. Tout dépend de nous-mêmes, tout dépend de toi. Toi, il ou elle qui veut entreprendre ou bien qui veut faire tel ou tel projet, tout dépend de toi. N'attends pas que ce soit le dirigeant qui vienne te dire oui, je te donne ci, je te donne ci. Non, il faudrait que tu prouves déjà que tu peux faire ci, tu peux faire ça avant qu'on ne t'accompagne. Nous devons nous focaliser sur nous-mêmes et ne plus regarder les autres et savoir ce que nous voulons réellement et continuer tout droit et atteindre nos objectifs. Ne pas disposer d'une bonne capacité en leadership avant de se lancer dans un projet d'entrepreneuriat peut être une menace. Je ne recherche pas les causes et les raisons de l'échec des entreprises qui sont créées dans nos systèmes. Je ne recherche pas ces causes-là dans les entreprises, mais je recherche ces causes-là dans les individus. Pour que vous créiez une entreprise qui prospère dans le temps, vous devez avoir une vision noble. Vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir des objectifs. Vous devez être frustré par quelque chose qui, tant que vous ne l'auriez pas réglé, vous ne pourrez pas dormir, vous ne pourrez pas manger. Nous manquons d'ambition, nous manquons de rêve. Nous n'avons pas de choses qui sont des choses passionnées pour nous et qui nous conduisent à agir vaille que vaille. La jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus d'objectifs, il veut s'auto-grandir. Il veut grandir aujourd'hui à demain. Je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Comment l'avoir, cela ne les intéresse plus. Former des jeunes béninois sur le leadership et le développement personnel, plus qu'une nécessité. La responsabilité des autorités, à mon avis, c'est beaucoup plus sur le plan de la formation. Il va falloir d'abord qu'on revoie le système tel que c'est établi actuellement et apprendre beaucoup plus à la jeunesse comment se faire de l'argent, comment devenir riche, comment devenir financièrement indépendant, plutôt qu'à rester dans l'aspect beaucoup plus théorique. J'aime bien suivre ces formations, ces événements parce que à la fin de la formation, au fait, vous êtes motivé. Ça vous permet de prendre un élan. Déjà, quand vous êtes jeune et que vous savez déjà que vous devez apporter une touche à la jeunesse d'aujourd'hui, quand vous venez à ces genres de formation, ça vous motive à faire plus, à vous améliorer. Le monde de l'emploi demande aujourd'hui des personnes qualifiées. Le leadership apparaît donc comme un outil de l'excellence. Et voilà, mais on a eu dans le reportage des jeunes entrepreneurs, des personnes expérimentées dans le domaine, mais on se pose toujours la question, est-ce que le leadership peut toujours être utilisé aujourd'hui dans un contexte professionnel, Monsieur Popola? Merci beaucoup, Heureuse. Et déjà, à travers le reportage de tout à l'heure, vous voyez déjà l'engouement de plusieurs personnes qui... Surtout la jeunesse. Oui, voilà, qui désirent vraiment emprunter ce chemin de l'entrepreneuriat. Oui. Et vous allez le remarquer également, de plus en plus de personnes empruntent cette voie aujourd'hui. Oui. Et se poser la question aujourd'hui, est-ce que le leadership a une place à avoir dans une entreprise? Oui. Et je pense que c'est une question tout à fait légitime. Parce que déjà, le fait de vouloir créer une entreprise vous met déjà dans des dispositions qui font que vous devez avoir certaines qualités que les leaders également. C'est-à-dire déjà avoir une vision. Oui. Et quand on parle de vision, c'est savoir exactement où est-ce que vous allez. Et savoir où est-ce que vous êtes prêt à aller, savoir également ce que vous êtes prêt également à pouvoir avoir ce que vous voulez. Et donc il ne suffit pas d'avoir juste l'idée d'entreprise. Non, non, il faut avoir une vision finale. À quoi est-ce que j'aspire? Quelles sont mes ambitions dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Et même après ma mort, est-ce que je voudrais que l'entreprise puisse survivre après ma mort? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas avoir déjà, une vision. À l'étape 0, il faut penser à tout ça. À tout ça déjà. Et c'est ça, en fait, c'est plus grande sera ta vision, plus également l'élan que tu vas faire, également l'effort que tu vas fournir sera à la hauteur de ce que tu veux faire. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on entreprend, on travaille avec les hommes. Oui. On ne travaille pas avec des robots, des machines où tu viens et tu dis, voilà, je vais mettre ceci, il va me donner tel résultat. Non, il faut pouvoir travailler avec des hommes. Et au départ, quand on crée une entreprise, ce n'est pas toujours facile.
Ce n'est pas toujours facile parce que des gens qui vont vous suivre par intérêt, oui. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre tout simplement parce qu'ils sont fatigués de rester à la maison. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre tout simplement parce que peut-être ce que vous leur proposez en ce moment-là répond à leurs besoins et aspirations. Mais avec le temps, vous allez voir, certains vont commencer par refroidir. Vous allez voir, certains vont commencer par vous montrer le vrai visage. Et c'est là vraiment que vous serez vraiment challengé. Non seulement vous aurez ce défi de pouvoir les motiver eux, mais également vous avez ce défi également de rester motivé dans le temps. Parce que c'est bien beau d'avoir une vision aujourd'hui, de dire je veux créer mon entreprise, de démarrer et après un an de voir que vraiment ce à quoi est-ce qu'on attendait au début, pas exactement ce qu'on voit. Surtout face à, après quelques échecs. Finalement, on a tendance à vouloir laisser tomber. Et c'est là cette capacité du leader vient, qui est de s'automotiver et de motiver ceux qui sont autour de soi, et à croire également et à rester engagé dans le long terme. Dans le long terme. Mais finalement, comment le leadership peut permettre à votre entreprise de vraiment prospérer? Voilà, merci beaucoup, Heureuse. Les êtres humains ont déjà au niveau des neurones, ça a été découvert, en ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est-à-dire, j'ai tendance facilement à répéter ce que je vois dans mon entourage. Ce qui veut dire, si je travaille avec un certain nombre de personnes et que je suis dans une équipe et que je vois une personne de référence à qui j'ai envie de ressembler, tout simplement parce que la personne fait des choses et a des résultats, j'ai naturellement envie de reproduire les mêmes résultats que la personne et je me mets dans les mêmes conditions que la personne afin de pouvoir produire ces résultats qui seront bénéfiques pour l'équipe. Et vous allez voir également, des rivalités vont naître dans cette situation et avec le temps, petit à petit, on commence par se démarquer. Et votre capacité, comme je l'ai dit au début, à pouvoir produire du résultat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous créez une entreprise aujourd'hui et que vous n'avez pas de résultat, ça ne sert à rien. Et le résultat est produit comment? Par la motivation et la volonté que j'ai de pouvoir produire ce résultat-là. Maintenant, si j'emmène les gens dans mon équipe, en tant que manager ou en tant que responsable d'équipe, à produire les résultats en utilisant des outils classiques, la peur, tels que les chantages, etc., comme ça se passe, des gens auront peut-être tendance à faire ce que je veux, mais ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Pouvoir retirer le meilleur de quelqu'un, c'est pouvoir toucher son cœur, en fait. Et ma capacité de leader à pouvoir toucher le cœur de quelqu'un, parce que je suis beaucoup plus proche de lui, parce que je sais un moment de vérité, parce que je m'intéresse à sa personne, je touche beaucoup plus son cœur, et en ayant son cœur, la personne se livre à moi, se donne à moi totalement et entièrement, à l'entreprise que j'ai créée ou avec laquelle on travaille ensemble. Parce que si vous ne réussissez pas à atteindre ce niveau, d'amener l'individu à donner son cœur à l'entreprise, avec le temps, le niveau de motivation va baisser. Et je connais des cas dans lesquels, si aujourd'hui des entreprises ont pu performer, c'est parce qu'à un certain moment donné, le leader a su, je vais dire, faire croire aux gens jusqu'à la fin que ça ira mieux. A su donner la motivation. A donner la motivation et à emmener les individus à rechercher non le gain financier, mais la satisfaction individuelle d'avoir contribué à quelque chose de plus grand qu'eux. Et si vous n'avez pas développé en vous de pouvoir toucher le cœur des hommes, ça va être difficile pour vous. Parfois, quand il n'y a pas des entrées d'argent, les gens sont découragés. C'est clair. Ils baissent les bras, après 1 mois, 2 mois, ils commencent à... et ils n'ont plus envie de vous suivre. Donc, si vous voulez agir de façon classique comme un entrepreneur, un manager, les gens vont tomber. Mais si vous agissez en tant que leader, vous allez voir comment est-ce que les choses vont changer. Je sais que vous êtes dans une entreprise, vous êtes leader, vous pouvez vous considérer aujourd'hui comme un leader? Oui, je peux le dire parce que de par mes expériences, j'ai eu, et j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui, plein de personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles je vais travailler. Et vous allez voir, moi personnellement, au niveau pas de plus, nous avons cette tendance de ne pas mettre l'accent sur les postes. Ah oui, avec Marcel Lefond, voilà. Coach Marcel Lefond, on a eu d'ailleurs à travers le reportage. Voilà. De ne pas mettre l'accent sur déjà la position que vous occupez dans l'entreprise. Parce que quand tu as tendance à vouloir chaque fois montrer ton titre afin de pouvoir mener les gens à produire des résultats, ça veut dire qu'en réalité, tu as un défaut de leadership. Donc très tôt déjà, nous avons eu cette opportunité de pouvoir être challengé parce que tu dois mener la personne à produire du résultat sans toutefois le commander, sans toutefois lui exiger quelque chose, sans toutefois rester derrière lui, mais l'emmener lui-même à avoir cette volonté, ce désir de pouvoir te satisfaire. Mais faire ça, est-ce que c'est facile? Vous savez, c'est une question d'habitude. Une question d'habitude, vous le faites 1 fois, vous le faites 2 fois, 3 fois, et vous commencez par vous habituer. Et pour ça, il faut déjà commencer par avoir un état d'esprit qu'il faut. Parce que si vous n'avez pas un bon état d'esprit,
On a parlé tout à l'heure de vision. Oui. La vision conditionne l'état d'esprit. Si je n'ai pas le bon état d'esprit qu'il faut, je n'aurai pas les dispositions qu'il faut afin de pouvoir motiver autrui. Si je n'ai pas également le caractère qu'il faut, parce qu'il faut avoir du caractère. Vouloir que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans une entreprise, les voir venir le matin très tôt, sans que ce soit les heures de travail qui les traînent, sans que ce soit les heures de travail qui les amènent. Ça veut dire déjà que vous-même, le chef d'entreprise, vous êtes là très tôt. Naturellement, pour pouvoir montrer l'exemple. Voilà, parce qu'on parle de leadership, n'oubliez pas, c'est une question d'influence, c'est une question également de modèle. Et quand déjà je m'habitue à venir très tôt au boulot, je commence déjà par pouvoir montrer le chemin autrui. Lorsque les situations sont difficiles, et que malgré tout, je réussis à pouvoir faire sortir quelque chose de nouveau, les gens voient qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle et n'ont pas d'excuses à vous présenter. Quand la personne, je l'amène à être passionnée comme moi, par le boulot que je fais, pas forcément obligé de chercher à savoir comment les choses se passent pendant que je ne suis pas là. Parce que j'ai réussi à dupliquer au sein de mon équipe des gens qui sont comme moi, qui sont à même de porter ma vision comme étant la leur et de faire même plus que moi. Parce que je vais dire, au fur et à mesure, ça fait partie des résultats qu'on obtient dans le travail de leader aujourd'hui, c'est de pouvoir produire d'autres leaders qui sont à même de pouvoir faire même mieux que vous. Et pouvoir également, comme je l'ai dit tout à l'heure, le caractère qui fait que je n'ai pas tendance à pouvoir jalouser autrui parce que je vois qu'il permet que moi dans ma propre entreprise et avoir des idées négatives du genre est-ce qu'il n'irait pas me concurrencer, est-ce qu'il n'irait pas quitter l'entreprise. Si je ne réussis pas à pouvoir travailler cet aspect au niveau de mon état d'esprit, comme je l'ai dit, je ne pourrai pas amener les autres à produire des résultats. Est-ce que le leadership doit être exploité dans toutes les entreprises, tout type d'entreprise? Merci beaucoup. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez parlé du Béninois et de l'état d'esprit du Béninois. Qu'il m'en excuse. Et je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de Nelson Mandela, il a une école internationale. Oui. Et qu'il a pu transcender, grâce à son leadership, et toutes ces dimensions de race, de nationalité, de climat, de contexte social et tout ça. Et que quand on emprunte vraiment la voie du leadership, on doit pouvoir se démarquer de toute cette tendance culturelle que nous avons, qui veut que je ne veux pas que autrui puisse aller au-delà de ce que je fais. Et déjà, ça commence déjà au niveau du changement de l'état d'esprit. Parce que tel que je l'ai dit, si je désire que mon entreprise puisse survivre à ma mort, il faut que je puisse avoir une vision très longue. Avoir une vision très longue, c'est réussir à pouvoir dupliquer dans mon entreprise des gens qui ont la même passion que moi. Maintenant, si au fur et à mesure que le temps passe, je ne réussis pas à pouvoir avoir la confiance de ces personnes-là, j'aurai tendance naturellement à me méfier d'eux. Parce que c'est beaucoup plus un travail de confiance. Si je ne réussis pas à les fabriquer, si je ne réussis pas à avoir une influence sur eux. À les formater Voilà, et c'est de mon influence, en fait, c'est un travail qui dépend du leader. C'est de mon influence sur eux qui fera que ces gars-là vont se sentir vraiment mal à l'aise à vouloir quitter l'entreprise. Et de façon pratique, comment asseoir son leadership dans son entreprise, très rapidement. Voilà, déjà, il faut commencer déjà par pouvoir se réveiller très tôt, soi-même. Prendre l'habitude de pouvoir se réveiller très tôt et essayer de venir le plus tôt que possible au niveau de son entreprise. Ça, c'est avoir également un climat je vais dire, de confidentialité et avec ses collaborateurs. Et également, éviter d'utiliser des mots collaborateurs et tout ça, mais utiliser plutôt collègues, par exemple. Ça facilite beaucoup plus la relation. Et c'est les codes du genre patron, chef, et prioriser, par exemple, le tutoiement. Ça facilite beaucoup plus, je vais dire, la cohésion. Un tutoiement avec des limites, hein? Moi, je mets des limites. Les limites, pour moi, c'est le fait de ne pas produire des résultats. Les limites, pour moi, ce n'est pas une question de manque de respect, etc. Non, c'est beaucoup plus, être beaucoup plus intime. Et à part ça également, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire parce que pour pouvoir motiver les gens, il faut avoir également emmagasiné pas mal d'informations dans sa tête. Et à part ça, il faut avoir également cette capacité de partager sa vision avec les gens. Partager sa vision avec les gens, éviter de critiquer les gens. Vous avez assez de secrets, vous ne pouvez pas tout donner tout sur plateau. Éviter de critiquer les gens, prendre l'habitude de motiver, motiver surtout, encourager et faire en sorte que les gens puissent voir en vous, je vais dire, une source sur laquelle ils puissent se reposer au cas où ça ne va pas bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Jérôme Popola. Vous êtes conseiller en leadership. Avec vous, on parlait donc de l'entrepreneuriat et du leadership. Vous nous aviez donné assez de conseils.
Beaucoup de secrets, beaucoup de secrets. Et oui, moi je dirais tout simplement que le leader doit dégager de la bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors, mesdames et messieurs, après donc notre invité de la rubrique Autant savoir, nous allons à présent installer notre expert. Nous sommes avec M. Jean-Olivier Théou. Il est professeur certifié d'anglais, conseiller pédagogique. Avec lui, on va parler de l'enseignement de la langue anglaise dans nos établissements. Quel type de méthodologie, quelle méthodologie pour réellement permettre aux élèves et écoliers, pourquoi pas, de maîtriser réellement cette langue-là. Monsieur Théou, merci d'être là. Bonsoir. C'est un plaisir partagé. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir partagé, comme je l'ai dit. Et oui, alors lorsqu'on parle, je sais que vous êtes dans le domaine depuis plus d'une vingtaine d'années. L'expérience y est. On peut le dire, je roule ma bosse depuis 1997, alors... Wow. Ça, on a un expérimenté sur le plateau pour aborder le sujet avec nous. Mais selon vous... Bien qu'il y ait des voix plus autorisées que moi, je ne suis qu'un petit professeur certifié, bien modeste. Un conseiller pédagogique, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des inspecteurs, oui, des pôles d'inspecteurs, PIC, la direction de l'inspection pédagogique, oui, oui, de l'innovation et de la qualité qui sont au cœur même de tout ce qui se fait dans le système. Ce qui est sûr, vous êtes également expérimenté, raison pour laquelle nous avons sur ce plateau. Merci. Alors, votre avis à vous, hein, cette méthodologie qui est aujourd'hui utilisée pour enseigner la langue anglaise? Oui, l'avis, c'est que d'entrée de jeu, ce n'est pas une mauvaise méthodologie. Peut-être que sa mise en œuvre souffre de quelques insuffisances. Parce qu'il faut dire que l'approche par compétence, qui est en fait en vogue actuellement, et utilisée dans le système éducatif, c'est une approche qui met l'apprenant au cœur, hein, donc de la construction de ses savoirs. Et on parle d'apprentissage, d'enseignement, apprentissage et évaluation. Donc, c'était pour corriger d'autres approches qui mettaient plutôt l'accent sur la transmission directe du savoir. Nous, c'est de ça, nous avons bénéficié. Et comparé à ce qui se fait aujourd'hui, dans la mise en œuvre, on ne peut pas dire que les fruits réellement la promesse des fleurs. N'est-ce pas? Parce qu'on se demande bien comment cela peut s'expliquer. On fait la langue, on fait l'anglais depuis peut-être la classe de 6e, pour certains même qui disent être dans une école bilingue depuis le cours primaire. Et après le bac, on ne peut même pas s'exprimer, encore moins très bien, en anglais. Bon, il faut dire que pour ce qui se fait dans les classes, dans nos classes d'enseignement d'anglais comme langue étrangère, l'accent est plutôt mis, ou surtout mis, sur la maîtrise des éléments du programme, et les enseignants qui vont en classe, qui ont un quota horaire défini, qui ont un programme bien défini et qui sont tenus d'achever leur programme parce que le personnel d'encadrement dont je fais justement partie doit le vérifier lors des visites de classe et consorts. Voyez-vous, ils sont un peu embrigadés et vous voyez que l'accent est plutôt mis sur la compétence à plutôt mieux rédiger les devoirs. Et vous voyez que les enfants sont très bons à bien... Ils rédigent bien leur composition, leurs devoirs et ont de bonnes notes en anglais. Certains réussissent à avoir de bonnes notes, mais n'arrivent pas réellement à parler. C'est justement là que l'approche par compétence, si elle était bien intégrée, bien maîtrisée et bien utilisée avec les moyens qui l'accompagnent, quelque chose pourrait changer. Si je comprends bien, tel que ça se fait
aujourd'hui tel que la langue anglaise est enseignée dans nos établissements, publics comme privés, ce n'est pas pour faire de cet élève-là un bilingue? Je n'oserais pas dire ça parce que les éléments qui ont conduit les autorités qui nous gouvernent à choisir cette approche, c'est de faire du Béninois un citoyen de type nouveau, capable de se défendre dans ces genres de situations. Donc avec quelques notions de la langue anglaise. Bon, en fait, ça devrait aller plus loin. Mon problème, il semble que je voudrais que vous perceviez là, en fait, c'est que le programme en soi n'est pas mauvais. L'approche actuelle utilisée, l'approche par compétence, n'est pas une mauvaise approche. Maintenant, les moyens qui sont utilisés les moyens qui accompagnent cette approche, et puis les conditions de sa mise en œuvre souffrent de quelques insuffisances. Il faut féliciter même les gens qui, pour le thème des journées pédagogiques de demain déjà, vont parler donc de cette approche. Et je crois que c'est pour dire en d'autres termes que les autorités ne perdent pas de vue qu'il y a des réglages à faire pour mettre l'accent sur la communication et en ce qui concerne l'anglais. Mais selon vous, aujourd'hui, quelle méthodologie doit-on aujourd'hui adopter pour enseigner? Quelle piste emprunter aujourd'hui? Il y a beaucoup de pistes qui s'offrent déjà. Voyez-vous, l'association des professeurs d'anglais du Bénin, il y a une association. Il y a une association des professeurs d'anglais du Bénin, et dont je suis d'ailleurs le vice-président, par son partenariat avec l'ambassade des États-Unis et le British Council bénéficie de beaucoup de formations. Mais est-ce que vous formez les enseignants qui, en retour, qui sont dans les classes, qui sont en face des élèves, vous formez les enseignants? Bien sûr qu'il y a des ateliers. Le problème, c'est de donner plus de visibilité à cette association que tous les professeurs d'anglais ne connaissent même pas encore. Ah, mais voilà. Voilà. Donc, on donnera plus de visibilité à cette association qui, de par sa façon d'opérer sur le terrain, apporte quelque chose de nouveau, qui n'est pas encore forcément intégré dans les curricula. On ne vous a pas ici pour parler de l'association. Je sais bien, voilà, je sais bien. Pour vous, pratiquer quelle aujourd'hui méthodologie, comment enseigner la langue pour réellement permettre à l'élève de finir son cursus bilingue? Mettre la communication. Et aujourd'hui, vous avez les outils, les smartphones, que c'est interdit en classe, bien entendu, mais les apprenants peuvent utiliser ces outils-là pour apprendre plein de choses. Et aujourd'hui, le paysage est complètement ouvert. On peut être autodidacte, apprendre la langue anglaise, même chez soi, avec les documents audio, les vidéos, tout à l'heure, le premier que vous avez reçu parlait donc du monde agricole, tout ce qu'on pouvait faire. C'est également valable pour l'apprentissage de la langue. Il y a des gens, vous serez surpris d'apprendre qu'ils n'ont jamais mis pied aux États-Unis, mais avec leur contact avec ces outils, déjà atteint un niveau, une locution, un fluency, une capacité terrible dans l'articulation, dans l'utilisation de la langue. Il faut croire qu'ils descendent des États-Unis. Donc là, l'élève ne va plus uniquement se conformer à ce qui est enseigné à l'école, le past tense, present tense ou ce n'est pas que le past tense et present tense que nous enseignons à l'école. Les inspecteurs, nos inspecteurs ont bien conçu des programmes qui répondent aux préoccupations sur le terrain, seulement que la mise en œuvre de ces programmes-là peut mettre réellement mise en œuvre. Oui, il y a déjà les clubs d'anglais qui sont dans certains collèges. Il y a beaucoup de clubs d'anglais qui sont créés pour accompagner
on va poursuivre. On va poursuivre les échanges tout à l'heure. C'est bien intéressant, mais là, il est l'heure de suivre le journal. Il est 19h45. On va retourner l'antenne à la rédaction pour suivre le journal avec Estelle Pazou. C'est l'heure des informations sur BB24. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les activités extrascolaires participent de l'équilibre des enfants. Les psychologues et les parents sont d'accord sur le sujet. Mais il reste tout de même à définir ces activités qui seraient indispensables à l'épanouissement des enfants. Se soigner par les mains ou les pieds, quelle que soit la pathologie, c'est de la réflexologie. Une méthode qui peut rétablir l'équilibre du corps selon les praticiens. Une discipline en vogue actuellement au Bénin. De perte pour le centre culturel chinois au Bénin. 30 ans déjà qu'il est implanté à Cotonou. Plusieurs curieux ont vécu en images ces 30 années d'existence lors de la célébration de l'événement. Les spécialistes recommandent les activités extrascolaires pour les enfants dès leur plus jeune âge. Sur le sujet, ils ont l'accord des parents qui eux-mêmes savent que les enfants doivent bouger, s'éveiller ou s'auto-former à travers ces activités-là. Mais sont-elles vraiment indispensables? Quelles sont en réalité les activités extrascolaires adaptées aux enfants? Nous avons interrogé à ce propos un psychopédagogue. Il est au micro de Patrick Adiaboudjou. En parlant des enfants, nous voulons des hommes complets demain. Et si nous voulons des hommes complets, il faudrait que ce soit des gens qui ne sachent pas seulement courir après les diplômes. Avoir le BPC, avoir le bac, c'est très bien. Mais si entre-temps, vous avez un bout de temps, quand les vacances arrivent, vous devez pouvoir vous inscrire dans des activités extrascolaires. Le dessin, la cuisine, la couture, c'est des choses qui forgent l'intelligence de l'enfant. Il y a des enfants qui adorent la cuisine, il y a des enfants qui adorent l'électronique. Mais on ne leur en donne pas l'occasion. Et on pense qu'ils ne sont bons que pour faire 18, 12 de moyenne et puis ainsi de suite. Non, je crois que lorsqu'on donne cette possibilité à l'enfant, on lui permet d'éclore tous ses talents. Et là, vous vous rendez compte que c'est un enfant qui ne reste pas à la maison pendant les vacances, qui ne passe pas toutes ses journées devant la télévision, mais c'est un enfant qui va dans des ateliers spécialisés, des ateliers de cuisine, des ateliers de ci et de ça. Un enfant ou bien une fille qui a énormément du plaisir à aider maman à la cuisine, qui dit même à maman que est-ce que l'oignon là va suffire pour la friture qu'elle veut faire. Et là, maman se rend compte qu'elle a maintenant une partenaire incontournable. Et là, je crois que c'est très bien pour que demain, une fille qui a fait la cuisine, qui a fait l'apprentissage de la petite couture, quand elle se retrouve dans son ménage, le mari en est tout simplement fier. Et on parle à présent du corps humain. En réflexologie, chaque partie du corps aux fonctions physiologiques correspondrait à une zone ou un point sur les pieds, les mains ou les oreilles. Selon les praticiens, un toucher sur ces zones permettrait de localiser ou même de soigner et de rétablir l'équilibre du corps. La réflexologie serait une discipline préventive pour bon nombre de pathologies. Reportage. Détente profonde, sensation de bien-être, de rajeunissement, de guérissement et de prévention. La réflexologie, qu'elle soit plantaire, palmaire, faciale ou encore auriculothérapie, elle apporte une sensation relaxante aux organes du corps humain. La réflexologie fait du bien, guérit ou de prévenir l'hypertension artérielle. Ça soulage les diabétiques, ceux qui ont les problèmes des nerfs, ceux qui traînent chaque fois des crampes. Surtout nos joueurs, ils en ont besoin pour l'entretien de leurs muscles. Elle se déroule parfois assis et souvent couché. Le réflexologue agit sur les zones de terminaison nerveuse. 10 ou 15 minutes après, le patient est soulagé. Le patient est couché sur le dos et on exerce, on prépare ses pieds, on nettoie ses pieds et le praticien exerce une pression au niveau des terminaisons à des zones données
de la plante des pieds pour stimuler les organes, pour stimuler la fonction des organes. Dit aux organes, reprenez vos fonctions. Plus de 180 maladies différentes. L'hypertension artérielle, même la paralysie cérébrale, les maux de ventre, même pour pouvoir déclencher l'accouchement d'une femme. Les maux de tête, les maux de dents, la vision, bon, problème cardiaque, même les cancers de sein, de poumons. Cette médecine s'occupe des pieds, des mains, des oreilles et du visage. Au visage, on parle de la réflexologie faciale, encore considérée comme l'anti-âge. La réflexologie palmaire ou des mains vise à éliminer le stress. L'auriculothérapie permet l'entretien des oreilles et la réflexologie plantaire ou des pieds revitalise et établit l'équilibre énergétique. La réflexologie faciale consiste à exercer des pressions sur des points du visage pour stimuler l'organisme dans ses diverses fonctions. Ça permet d'éliminer les toxines dans le corps, procure la détente et la relaxation, raffermit les muscles du visage. Cette médecine chinoise est recommandée à toutes les catégories de personnes et à toutes les tranches d'âge. La réflexologie, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Quelqu'un qui s'abonne à la réflexologie et qui surveille son alimentation, c'est-à-dire qui adopte une bonne habitude alimentaire et bien dans sa peau, a une bonne santé, ne se plaint pas des maux comme d'habitude. Et surtout, c'est bon pour les personnes qui prennent de l'âge, les personnes âgées. Mais la réflexologie est pour tout le monde. Sinon, après 3 séances, j'ai constaté un grand soulagement. Au niveau de la direction, je vais normalement à la selle, correctement. Et avant, chaque soir, c'est avec difficulté que je prie, parce que jusqu'au retour du travail, c'est totalement abattu. Mais depuis qu'il a commencé, je me sens très dynamique. Néanmoins, le respect de certaines indications s'impose. Il ne faut pas faire la réflexologie à une femme enceinte. Il ne faut pas faire en cas de traumatisme, en cas de problème circulatoire comme thrombose veineuse. Quelqu'un qui a un problème cardiaque récent, il ne faut pas lui faire la réflexologie. Cette science importée est reconnue pour ses bienfaits sur la santé. La réflexologie est aujourd'hui une médecine destinée à apaiser et à se sentir mieux. Un audit publié par le Fonds monétaire international a relevé que 1000 milliards de francs CFA d'arriérés dus par le gouvernement ont été apurés sans qu'on ne puisse trouver les documents qui ont servi de base à l'opération. Le rapport d'audit a classé cela dans la catégorie des faiblesses existantes dans la comptabilité publique. Le FMI relève aussi que près de 1,6 milliard de francs CFA de d'ailleurs, dont des documents existent, n'ont pas fait l'objet de prise en compte dans le système comptable. Dans ses conclusions, l'audit a retenu l'équivalent de 182 milliards de francs CFA au titre des arriérés de la période de 2000 à 2017, dont seulement 176 milliards ont été validés fin 2017. Le Libéria et la Chine ont signé 2 accords de financement d'un montant global de 54 millions de dollars, soit plus de 24 milliards de francs CFA. C'était à l'occasion d'une rencontre entre le président libérien George Weah et le président chinois Xi Jinping qui s'est tenue dans le cadre des discussions bilatérales en prélude au forum sur la coopération sino-africaine à Beijing. Le premier accord est relatif au financement de la construction de 2 viaducs à Monrovia, tandis que le concerne la fourniture d'une aide alimentaire d'urgence.
Retour au Bénin, le Bénin qui abrite depuis maintenant 30 ans son centre culturel chinois. C'est même l'un des premiers centres culturels de la Chine à l'étranger. À l'occasion des festivités marquant l'événement, une foule immense aussi était rendue pour admirer les nombreuses photos qui retracent le parcours de ce joyau. Marcel Arrossi nous replonge au cœur de ses souvenirs. Septembre 1988, septembre 2018. Déjà 3 décennies que la culture chinoise est au Bénin. Le centre culturel chinois de Cotonou a été inauguré en fin d'après-midi du 27 septembre 1988 devant une foule nombreuse venue admirer et rendre hommage au génie créateur de l'homme et aux fruits d'une coopération exemplaire, celle qui unit les peuples béninois et chinois. Aujourd'hui, 30 ans après donc, Oudou Ali, alors ministre en charge de la culture, s'en souvient comme si c'était hier. Dans sa délégation, on pouvait compter Martin Dou Azonho, Rafiatou Karimou, Vincent Guizoyet et bien d'autres encore. J'avais 40 ans, donc aujourd'hui ça fait 70. Et j'étais ministre donc, de la culture, de la jeunesse, du sport et des loisirs, après avoir quitté le poste de ministre de l'Information et de la Communication. La Chine venait en 2e position après l'Allemagne fédérale, laissant derrière la France et tout le reste, par la qualité, la quantité donc, de la coopération. Vraiment, on ne peut pas trouver mieux comme amis. Derrière l'île Maurice, le Bénin est le 2e pays africain à bénéficier d'un centre culturel chinois. C'était vraiment un témoignage d'amitié exceptionnel entre le président Mao Tse-tung et le président Mathieu Kérékou. Et amitié qui ne s'est pas démentie depuis à travers donc, les réalisations que la Chine est en train de faire dans notre pays. La Chine au Bénin, une longue et belle histoire. Les Béninois, aujourd'hui et ceux depuis longtemps, sont amoureux de cette nation. Depuis ce temps, on a vu le développement assez intéressant de ce géant. La Chine est incontournable dans le commerce international. Donc la Chine représente beaucoup pour le monde entier et beaucoup pour le Bénin. Par modestie, ils sont la 2e puissance économique, car en vérité c'est la première puissance économique. Sur 100 francs que les États-Unis doivent dans le monde, les Chinois ont 60 francs plus. C'est pour dire que vraiment c'est une nation formidable. Ces grands pas et ce bon fait en un temps très court, c'est surtout ça l'émerveillement. Voilà des gens qui mouraient de faim en 1949. Ils étaient 400 et quelques millions. Aujourd'hui, ils sont 1,4 milliard. Ils mangent bien, ils viennent nous donner et nous dansons pour les remercier. Ils ont beaucoup de leçons à nous apprendre. On a beaucoup à apprendre auprès d'eux. Parce que nous aussi, on a beaucoup de capacités que nous devons déployer si on suit leur exemple. Et donc, mais tout ça là, c'est d'abord l'amour de la patrie. Voici un centre culturel au croisement des traditions et de la modernité. Le bâtiment de 3 étages, érigé sur une superficie de 4062 mètres carrés, aura mis 15 mois pour être achevé. En son sein, une salle audiovisuelle, un théâtre de verdure, une terrasse de wushu et des salles de classe. Ce qui frappe le plus, c'est l'impressionnante architecture traditionnelle chinoise. Un bâtiment qui s'impose de l'extérieur par sa forme et ses couleurs. À l'intérieur, des cours de langue chinoise, de wushu et de tai chi sont donnés. Et régulièrement, on y organise des activités artistiques et culturelles bien variées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci Estelle Pazot. On se dit à demain pour d'autres informations. Mesdames et messieurs, nous restons avec notre expert pour parler de l'enseignement de la langue anglaise. Quelle méthodologie aujourd'hui adoptée pour réellement faire de l'élève béninois un bilingue lorsqu'on parle du français et de l'anglais. Donc, vous disiez tantôt, M. Théo, que l'APC, l'approche par compétence, n'est pas une mauvaise approche. Mais aujourd'hui, il est nécessaire d'y mettre des moyens afin d'obtenir des résultats vraiment probants. Alors, je parlais également des moyens utilisés par le terrain déjà. Vous savez qu'il y a l'ambassade des États-Unis sur le terrain avec
un chargé des affaires extérieures très dynamique, qui fait beaucoup de choses pour la langue anglaise. On ne peut pas, dans le contexte actuel, apprendre complètement la langue en classe. Il n'y a que 2 heures, c'est pas possible. Il n'y a que des pistes que le professeur explore avec un programme qu'il suit et exécute. L'apprentissage doit forcément continuer à la maison. À la maison. Ça doit continuer avec d'autres outils que nous avons, des logiciels. Il y a plein de CD-ROM que vous pouvez utiliser pour apprendre en autodidacte. Il y a les clubs d'anglais. Est-ce que vous savez que l'année dernière, il y a eu un sommet de tous les clubs d'anglais du Bénin, que l'association des professeurs d'anglais du Bénin a réuni à l'université d'Abomey-Calavi. Un sommet de 2 jours qui a réuni des clubs d'anglais de 77 communes. Et ils ont parlé de... Il y a eu capacity building. Il y a des activités de renforcement de capacité. Les clubs d'anglais ont été formés, accompagner les apprenants dans leur collège. Voilà autant de choses qui se font. Il y a ce qu'on appelle summer workshop, les ateliers d'été. Il y a des ateliers d'été. Bon, il n'y a pas l'été ici, c'est les vacances. Où les professeurs sont formés par des experts qui viennent des États-Unis pour donner d'autres façons, pour donner une nouvelle énergie, d'autres façons de faire. Ces autres façons-là, aujourd'hui, se basent sur la communication, vous l'aviez dit. Surtout, ça se base sur la... Dernièrement, Jason Levine, je crois, c'est son, qui est venu faire l'enseignement de la grammaire avec le rap, les chansons. Et ça a brassé beaucoup de monde à Obama. Donc, on peut procéder de la sorte dans nos classes. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Voyez-vous, ce qu'on peut demander aux enseignants, c'est déjà de ne pas passer 2 heures de cours à enseigner la grammaire. Ce qui se fait, malheureusement. Tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne le fait pas. Il ne faut pas jeter les opprobes sur ce qui est fait parce qu'il y a, avec les conditions, le contexte, nous n'allons pas parler de... Mais il y a quand même l'initiative du gouvernement, l'expérimentation, je dirais, de la langue anglaise déjà au cours primaire. Qui est une porte de salut, une porte de sortie. Mais la technique est utilisée aujourd'hui pour cette expérimentation. Est-ce que c'est une bonne technique pour qu'on n'en arrive pas à ce même stade-là? Bon, il faut dire que je ne suis pas impliqué dans l'expérimentation de ce programme, mais pour ce que j'en sais, ça se base sur se fait en France. Aujourd'hui, où les Français sont même dans une dynamique de trilinguisme, on veut, à part l'anglais, ajouter une 3e langue que les enfants vont commencer à apprendre depuis le bas âge. Et quand on commence l'apprentissage de façon précoce, ça donne plus de résultats. Et je crois bien que les autorités du pays ont pensé à cela. C'est pourquoi, pour ce que je sais, ils souhaitent, avec donc le cachet de la DPIC, que l'accent soit surtout mis sur le parler. C'est mieux. Parce que les enfants, pendant les premières, 2e ou 3e années d'apprentissage de cette langue, ne seront soumis qu'à des activités ludiques. Ils seront s'amuser en apprenant la langue. Et puis, ils vont apprendre même sans le savoir. Sans savoir qu'ils sont en train d'acquérir beaucoup de bagages. Et cela est au service donc, de la maîtrise de la langue. Tout à fait. Est-ce que vous savez que, je crois que c'était un ancien ministre non pas de l'éducation, mais il était en Russie et il a dit, il pouvait parler le russe et puis il était complètement perdu. Il a dit, quand vous serez en Russie et que vous ne sauriez pas parler le russe,
alors vous comprendrez ce que c'est qu'être analphabète. Et quand vous avez fait 7 ans d'anglais au collège, et que vous ne sauriez pas parler l'anglais dans un pays anglophone, c'est vraiment pitoyable. N'est-ce pas? C'est vrai. Et nous sommes à l'ère des réformes. Il y a eu toute une réforme au niveau du système éducatif. Espérons vivement que ces réformes tiennent également compte de ces insuffisances aujourd'hui au niveau de l'approche par compétences afin de permettre à nous, parce que nous aussi on continue d'apprendre la langue. La langue anglaise, c'est incontournable aujourd'hui pour qu'on puisse réellement maîtriser la langue. Il faut surtout s'accentuer sur la communication, vous l'aviez dit. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Jean, vous êtes professeur certifié d'anglais, vous êtes dans le domaine depuis plus d'une vingtaine d'années et conseiller pédagogique. Si vous permettez, pour... Très rapidement. Oui, je vais juste dire que si le professeur d'anglais prépare déjà bien son cours, a toujours sa fiche pédagogique et fait preuve d'éclectisme, varie les activités, prépare le cours aussi bien sur le plan phonétique que sur le plan, sur les autres plans, ça peut déjà commencer à changer quelque chose. Et puis la formation des formateurs, la formation des enseignants qu'on envoie dans les classes est une nécessité. On vous aura compris. Merci beaucoup, monsieur Jean-Olivier Tchéou. Ce sera tout pour Espère, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour Espère de ce soir. Merci. Notre dernier plateau est consacré à nature et bien-être. Nature et bien-être parle aujourd'hui de sachets plastiques, l'utilisation des sachets plastiques qui également fait partie des raisons ou de la source des cancers. On parle de cancer surtout de poumons, l'utilisation de ces sachets-là. Nous aurons sur ce plateau un invité pour aborder le sujet avec nous. Mais d'abord, on va suivre ce reportage réalisé par Amandine Anyambossou et Oboubé sur les sachets plastiques. Il est pratique et accessible à tous, mais il représente un réel danger pour la santé et surtout pour l'environnement. Le sachet plastique non biodégradable sera bientôt banni des habitudes des Béninois. À Cotonou, à quelques semaines de la phase répressive de la nouvelle loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, certaines structures commerciales ont déjà pris leurs dispositions. Pour le moment, je finis effectivement mon stock de sachets non biodégradables, mais j'ai déjà du biodégradable. J'en ai déjà là. Il n'y a pas de difficulté particulière pour s'approvisionner. Le seul frein, c'est le coût. Nous, on n'a pas encore eu nos emballages. Nos emballages sont en commande à l'extérieur, ce n'est pas encore arrivé. Dès que la nouvelle est parvenue, on a d'abord fait une affiche pour avertir les clients. S'ils viennent d'amener leurs emballages, on leur présente les emballages propices des gens. Il y a des gens qui refusent, il y a des gens qui prennent ça dans la main. Il y a des sacs de jute qui contiennent des pains. Par contre, d'autres opérateurs économiques traînent encore les pas pour se mettre en règle. Nous n'avons pas encore les emballages demandés. Nous sommes toujours en train d'utiliser les sachets plastiques pour le moment, mais nous avons déjà fait des commandes qui sont déjà en cours, qui vont arriver d'ici à là, et que nous allons commencer par maintenant donner aux clients au moins opportun. L'adoption des alternatives aux sachets plastiques non biodégradables est diversement appréciée des consommateurs. C'est top, parce que déjà le sachet, moi-même, je suis contre les emballages avec des sachets qui polluent l'atmosphère. Maintenant, le système a adopté pour donner des sacs, pour vendre des sacs moyennant 100 francs. J'approuve. Il y aura moins de pollution. C'est une belle stratégie. J'ai apprécié l'emballage qu'ils ont trouvé pour pallier à l'utilisation des sachets plastiques. Je préférerais que ce soit des sacs en papier. Sacs en papier, sachets plastiques biodégradables, sacs en tissu, autant d'alternatives disponibles sur le marché. Mais ces emballages sont bien plus coûteux tant pour les clients que pour les commerciaux. Les populations béninoises ont jusqu'au mois de juillet
pour dire adieu aux sachets plastiques non biodégradables. Et on retrouve sur le plateau notre invité, M. Gilbert Rouanou. Vous êtes président cofondateur de la Fondation Pierre Rouanou contre les cancers. Exactement. Comment vous allez? Ça va, je suis heureuse. Je vais très bien, je vais très bien. Je sais que la Fondation lutte contre les cancers parce que votre père a souffert du cancer, il en est décédé. Tout à fait, tout à fait. Cancer de foie. Cancer de foie, justement, oui, bien sûr. Voilà, et c'est que suite aux recherches, on nous parle des cancers précisément de foie, des poumons, suite à l'utilisation. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs types de cancers. Oui, mais lorsqu'on parle des sachets plastiques, on fait souvent allusion à ce type de cancer. Voilà. Mais aujourd'hui, fondamentalement, cancer du poumon. Et aujourd'hui, vous êtes dans la lutte contre les sachets non biodégradables. Tout à fait. Un peu comme vous vous associez à l'État aujourd'hui. Exactement. En phase avec le président de la République, justement. Ouais. D'accord. Alors, vous avez initié un tel projet des sacs, je dirais, SPH, Soro Pierre Rouanou contre les cancers. Parlez-nous un peu de cela. Oui, je vais dire je vais parler un peu de la jeunesse de cette fondation. Cette fondation, comme vous le disiez tantôt... On ne va pas trop parler de la... J'ai essayé d'aborder le sujet, j'ai essayé de dire quelque chose sur la fondation déjà. Exactement. Maintenant, on a pris l'initiative pour être en phase avec le président de la République, justement, et pour mettre fin à l'utilisation des sachets non biodégradables. Tout à fait. Nous, on a pris l'initiative au sein de notre fondation. On a réfléchi, on a dit, d'accord, on va sortir ces genres de sacs que je peux déjà montrer en guise de sensibilisation et d'information, en fait. Parce qu'on a constaté au cours de nos sensibilisations que le peuple béninois ignore le mal du cancer. Maintenant, c'est l'occasion, en fait, d'être en phase avec le président Patrice Talon, comme quoi les sachets non biodégradables sont susceptibles de donner le cancer. Voilà, donc pour complètement faire disparaître les sachets non biodégradables de la circulation, nous on a initié ces genres de sacs et qu'on a dit quoi? Le message est clair. Oui, on a mis derrière, oui, le cancer tue. Oui, le cancer tue. Vous pouvez tourner, c'est votre caméra ça, ici. Est-ce que vous pouvez présenter déjà le message? Là, c'est votre caméra. Voici le message. Voilà, oui, le cancer tue. Le cancer tue, effectivement. Effectivement, le cancer tue. Et vous pensez qu'en utilisant aujourd'hui les sachets biodégradables, on peut réellement prévenir le cancer? Exactement, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que cette émission, je salue ça justement, pour dire au peuple béninois, en réalité, si vous venez avec 20 sachets plastiques non biodégradables, nous vous offrons, c'est juste un don. Un de ces sacs-là, en réalité, en retour. Donc, pour obtenir ce sac, vous l'offrez? On l'offre gratuitement, c'est gratuit, bien sûr, gratuit. Et on vient avec 20 sachets plastiques non biodégradables. Ok, donc là, c'est que vous débarrassez les foyers, les ménages de ces sachets, bien sûr, qui sont susceptibles de donner le cancer, qui tue. Qui tue. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est contre de l'argent, mais quel type de sachet déjà doit... Est-ce que c'est déjà les sachets utilisés à la maison? L'essentiel, c'est de nous ramener les sachets non dégradables. L'essentiel, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est d'évacuer tout le temps tous les ménages des sachets non biodégradables. D'accord. Ouais. Que ce soit des sachets non biodégradables déjà utilisés ou non. Qu'on vienne avec au moins 20. Pour prendre combien de sachets non biodégradables? Pour prendre un sac, je ne sais pas sachet, un sac. Contre 20 sachets, non. Bon, quand on voit la finalité, exactement, c'est pas peu. D'accord, mais aujourd'hui, où se fait l'échange? Où est-ce que ça a commencé déjà ou... Non, ça n'a pas commencé. C'est juste cette émission qui me permet d'initier ces... Ok, et ça va se passer comment? L'échange entre les populations et vous? Oui, mais pour le moment, je pense organiser une séance de sensibilisation très bientôt, toujours au siège de la Fondation, pour donner une sensibilisation et de leur dire réellement le fond de notre message. Mais là, maintenant, tout de suite, on peut nous amener, je ne sais pas si je peux l'indiquer là, le siège vous êtes à Cotonou, vous êtes à Cotonou, bien sûr. D'accord, oui, on est à Cotonou, pourquoi? Ok, ils peuvent venir... Ils peuvent venir au siège de la Fondation et on peut leur donner contre 20, je précise, contre 20
sachets non biodégradables. Utiliser ou non. Utiliser ou non. Prendre un sac biodégradable. Un sac biodégradable. Qu'elles soient réservées à ces sachets que vous aurez récupérés. Exactement. Non biodégradables. Dans ce sens, dans les prochains jours, nous allons mener au ministère du cadre de vie pour savoir réellement ce que, puisque nous, on n'est pas habilité justement à faire détruire la destruction de ces sachets aussi, ça cause autre chose en fait. Okay. On va les ramener, on va s'approcher d'abord du ministère du cadre de vie et savoir ce qu'on peut en faire. D'accord. Là, vous retournez cela, et ces sachets récupérés, on les retourne au ministère du cadre de vie. Et pourront en faire ce qu'ils veulent, les recycler ou les détruire. Exactement, tout à fait. D'accord. La séance de sensibilisation au cours de laquelle les sacs seront échangés, les biodégradables contre les non biodégradables seront échangés, va se dérouler comment? Est-ce que c'est une séance de sensibilisation contre les cancers qui vont animer cette séance-là? Oui, d'accord. Non, c'est un docteur, un praticien qui viendra en guise de sensibilisation, et à la suite de ça, on va au fond, en fait, le message qu'on veut lancer, en fait, c'est d'éliminer totalement les sachets non biodégradables de la circulation, n'est-ce pas? Et le docteur va leur expliquer réellement, en utilisant ces genres de sachets plastiques, le mal qu'on peut se faire. Ok, les sachets plastiques non biodégradables. Le mal qu'on peut se faire en les utilisant. Voilà. Et suite à ça, maintenant, on peut le leur distribuer gratuitement. Et je précise bien, ils vont ramener 20 sachets non biodégradables pour récupérer, pour prendre un sac biodégradable. Ouais. Mais le problème qui se pose également aujourd'hui dans le pays, suite à l'initiative du gouvernement, les gens se demandent bien si ces sacs sont réellement biodégradables. Oui, mais moi je l'ai déjà utilisé, bel et bien biodégradable. Bel et bien, au cours d'un certain temps, ça se dégrade. Okay. Ça te dégrade, réellement. D'accord. Ouais. Et comment avez-vous pu avoir ces sacs biodégradables à votre niveau? Vous les avez achetés vous-même ou comment avez-vous procédé? Oui, mais heureusement, nous sommes une fondation. Nous sommes dans la logique, en fait, d'aider quand même le gouvernement à bannir ce mal. C'est vrai que ce mal du cancer, c'est un mal qui persiste, c'est dur. Aucun truc, ça ne se guérit. C'est pour ça que nous, on a persisté dans la sensibilisation et la prévention. Dans la sensibilisation et la prévention. Et en matière de prévention, il faut déjà agir sur son mode. Exactement, oui, tout à fait. Il faut déjà agir. Ces gens de comportement, pour leur dire en étant utilisant ces sacs non biodégradables, sont susceptibles de donner le cancer et le cancer qui tue. Et le cancer qui tue. Ouais. Et qui malheureusement a tué. A tué mon père et qui continue pas à tuer les gens. Il n'y a pas que mon père. Ah bon? Après, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui en ont mort. Dans votre famille? Pas dans ma famille, mais et cette histoire, j'ai eu des relations avec les praticiens au CNHU. Oui. Et à chaque fois, on se déplace, on évalue, on fait des points. Et réellement, je vous dis, c'est alarmant, je ne peux pas en parler sur le plateau. C'est alarmant. Et selon vous, aujourd'hui, les moyens utilisés, vous avez pris cette initiative-là de bannir l'un des facteurs aujourd'hui de risque des cancers, c'est-à-dire l'utilisation des sachets plastiques, de bannir cela de notre mode de vie. Mais les moyens, la volonté politique qui accompagne aujourd'hui contre les cancers, comment vous appréciez cela? Mais pour l'instant, et je ne voudrais pas être alarmant sur votre plateau, il faut dire qu'actuellement au CNHU, le CNHU ne dispose même pas de plateau technique pour s'occuper du... Oui, nous avons eu le radiothérapeute Serpos Dossou hier qui a également dit cela. Exactement, voilà. Donc il n'y a que ces phases de ce mode, en fait, de cette... principalement de cette lutte qu'on peut attaquer. L'information, parce qu'on a constaté que l'information, les Béninois ignorent le mal du cancer. Ça, c'est vrai. Et de deux, il faut les sensibiliser par rapport à ça. C'est pour ça que nous adhérons fondamentalement à cette initiative du chef de l'État qui attaque un point de notre lutte, en fait. Ok. Ouais, un point de notre lutte. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à vous, monsieur Soro-Pierre, monsieur Gilbert Ouanou, voilà, président de la fondation, vous êtes président cofondateur de la fondation Soro-Pierre Ouanou contre les cancers. Voilà, merci déjà. Il faut résumer, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a cette association, cette fondation qui est disponible à récupérer auprès de vous contre 0 francs vos sachets non biodégradables déjà utilisés
comme non utilisés contre un sac biodégradable que vous allez peut-être acheter, vu l'action aujourd'hui, l'engouement autour de la chose, ça coûte cher, vous pouvez peut-être l'acheter très cher, mais aujourd'hui on vous gratuitement contre des sachets non biodégradables pour vider un peu les ménages de ces sachets qui traînent partout. Qui traînent partout. Qui perdus dans les ménages. N'est-ce pas? Merci beaucoup, monsieur. Oui, Gilbert Ouanou, fondation de la Fondation Souro-Pierre Ouanou contre le cancer, qui est d'ailleurs votre père, décédé malheureusement des suites de cancer de foie. Et ce sera tout pour Nature et bien-être de ce soir. Mesdames et messieurs, on va à présent suivre l'actualité sur la toile. ActuWeb tout de suite. En France, Didier Deschamps reparle de l'affaire Benzema. Accusé de racisme à l'endroit de l'attaquant du Real Madrid, le sélectionneur de l'équipe de France a longtemps été mis dans l'embarras. Ce mardi, sur les ondes de la RTL, il est revenu sur le sujet. Pour Didier Deschamps, son rôle de sélectionneur est avant tout de faire des choix sur des critères bien définis. Pour lui, il s'agit de propos qui ont eu de graves conséquences sur sa vie privée. Ça a été violent pour moi, mais pour les gens autour de moi, c'est d'une violence inacceptable, a-t-il avoué. Pour rappel, Deschamps n'a plus fait appel au service de Benzema depuis 3 ans, malgré les bonnes prestations de ce dernier avec son club. Toujours sur le site La Nouvelle Tribune au Royaume-Uni, le prince Harry et Meghan Markle se confient à un enfant gravement malade. C'était hier à l'occasion des Well Child Awards de Londres. Le couple princier s'est rendu à cette soirée organisée chaque année pour récompenser les enfants gravement malades. Au cours de la célébration, la femme du prince Harry a rencontré Mackenzie Brackley, un petit enfant âgé de 4 ans atteint d'une paralysie aiguë. Cela ne l'empêche pourtant pas d'aider ses congénères à se débarrasser de la peur et de la tristesse. Une action formidable de sa part qui lui a valu un prix et une rencontre avec le couple princier. Peu à l'aise face à la caméra, l'enfant s'est tout de même détendu. La duchesse de Sussex et le prince Harry lui ont avoué qu'eux aussi n'aimaient pas les caméras. Cette petite confidence a détendu Mackenzie qui a très vite sorti son plus beau sourire. Fin de la revue web de ce jour, à demain pour d'autres actualités. À demain, Jennifer Sativi. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer à présent de suivre les prévisions météorologiques en rappel. Ce sera tout, mesdames et messieurs. C'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous de ce soir. Il faut juste retenir que l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui a été conduite de main de maître par Ulrich Akpouvo et Pierre
Capo, il y avait également Enoch Gogan au niveau du son. Nous avions eu également Terence à l'infographie. Merci également à Bangla Femi qui a assuré l'édition du grand rendez-vous de ce soir. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Demain, vous aurez sur Karamata Bataou avec vous lorsqu'il va sonner 19h. D'ici là, portez-vous très bien.